vous avez ici une image qui est le frontispice de la vie de Marguerite d'Arbouze, de 1628, juste après sa mort, où l'on voit la reine Anne d'Autriche prier à côté de Marguerite d'Arbouze devant un autel dont le rétable est une nativité. Anne d'Autriche, naturellement, doit donner un dauphin à la France. C'est, comme vous le savez, extrêmement difficile. La chose ne se produira qu'en 1638, donc presque 20 ans après. Anne d'Autriche va venir très régulièrement prier sur l'autel dédié à Notre-Dame de la Crèche par les religieuses bénédictines qui venaient du Val Profond, où elles avaient déjà cette dévotion particulière qui naturellement a dû retenir la reine dans sa protection. Vous voyez à la hauteur, vous avez ici, je ne sais pas si je peux, oui, voilà, si vous voyez ma petite flèche, la rue Saint-Jacques est ici, à la hauteur du R, nous avons l'enclos du Val-de-Grâce. Le cloître qui subsiste toujours, vous le voyez, est ouvert vers le sud et donc n'est encore qu'à demi bâti, mais a été bâti devant un grand jardin et en contrebas un potager qui ici ressemble plutôt à un verger, mais les deux ne sont pas incompatibles. Donc nous montre que dès les débuts du monastère, cette tripartition monastère, jardin, potager est présent et structure l'espace de l'abbaye. Par contre, l'église que vous voyez ici avec sa flèche est une invention du graveur qui n'a pas pensé à faire un dôme. Ce n'est pas l'église du premier monastère dont je vais vous parler, mais déjà une préfiguration de la construction de la nouvelle église du Val-de-Grâce, mais qu'on affuble d'une flèche alors qu'il s'agissait de bâtir un dôme. Ce premier couvent est, si je puis dire, donc, comme je vous l'ai dit, inclus dans les espaces du monastère actuel. Vous voyez le grand carré du cloître en bas, avec dont les parois, les 4 murs extérieurs sont cantonnés et renforcés par des contreforts sur 2 registres, 2 promenoirs vitrés qui constituent le cœur de ce premier monastère. Mais ultérieurement, et vous en voyez l'amorce au-dessus, on a surélevé le premier monastère par 2 étages pour agrandir ce monastère. Donc on voit bien qu'on a au cœur de notre monastère le vieux monastère, le monastère primitif, qui est resté inachevé. Là, je vous montre une partie achevée, mais en fait, le cloître n'était qu'à demi bâti, comme vous l'avez vu sur le plan. Et sur un des côtés du cloître, vous avez la chapelle primitive, qui elle aussi a été surhaussée, c'est-à-dire qu'elle a perdu le toit primitif qui la couronnait pour être remplacée par 2 étages de dortoirs au-dessus de la chapelle qui va être déclassée, déclassée en quelque sorte, transformée en salle capitulaire lorsque la nouvelle grande église de la reine régente sera bâtie. Mais à l'intérieur, on a malgré tout des parties assez remarquables de ce premier monastère du Val-de-Grâce. Le grand escalier qui monte du rez-de-chaussée aux galeries de l'étage, que vous voyez à droite, galerie couverte d'une belle voûte surbaissée, ouvrant par ses grandes baies sur le carré du cloître. Ces parties ont été conservées par les architectes ultérieurs et restent le cœur du monastère royal actuel, de l'abbaye royale actuelle. Cette architecture n'est pas sans mérite, mais son architecte est tout à fait inconnu.
nous ne savons pas qui a dessiné ce grand escalier, ces galeries, ce carré du cloître, le réfectoire, etc., qui viennent peu à peu s'ajouter autour du carré claustral. Et donc, l'invention de François Mansart est-il l'architecte du Val-de-Grâce, trouve là déjà une première limite dans l'implantation du Val-de-Grâce au bord de la rue Saint-Jacques, dans l'implantation du cloître avec ses galeries en retrait de la rue, largement en retrait de la rue, avec la création de ce grand escalier qui va subsister et qui, pendant les décennies suivantes et jusqu'à la Révolution, va permettre aux religieuses de descendre de leur dortoir, de leurs cellules, pour aller vers le service de la chapelle. D'abord la vieille chapelle dont vous avez vu la façade extérieure, puis la nouvelle chapelle qui sera bâtie. Mais j'ai fait allusion tout à l'heure à la naissance inattendue, quasi miraculeuse du dauphin Louis en 1638 et qui naturellement va permettre à la reine de retrouver une position éminente à la cour, et le cardinal de Richelieu en 1642, le roi Louis XIII en 1643 disparaissant l'un et l'autre, elle va se retrouver en 1643, en mai 1643, reine régente du royaume de France. Elle est si attachée au Val-de-Grâce que 3 heures après la mort de Louis XIII, elle envoie un carrosse pour aller chercher l'abbesse du Val-de-Grâce, qui n'est plus cette Marguerite d'Arbouze, mais une autre qui lui a succédé, qui avait été exilée en province par le cardinal de Richelieu, parce qu'on soupçonnait la reine de tenir sa correspondance avec le roi d'Espagne dans l'abbaye, à l'abri des indiscrétions et des regards, des espions. Elle l'envoie, 3 heures après, elle envoie chercher cette religieuse. Le lendemain, elle amène ses 2 fils, le petit Louis et son cadet Philippe, au Val-de-Grâce pour remercier Dieu de ce qui vient de lui arriver, d'être maîtresse de son destin. Et elle va très vite annoncer qu'elle souhaite bâtir une grande église en remerciement à Dieu, qui l'a mis dans cette position de régente de France, de reine de France, et elle va s'adresser pour cela à François Mansart, qui n'est pas l'architecte du roi. L'architecte du roi, c'est Jacques Le Mercier, qui est aussi l'architecte de Richelieu, qui vient d'achever la Sorbonne, et elle s'adresse à François Mansart, qui a commencé à bâtir le grand château de Gaston d'Orléans, et qui, surtout, s'est illustré en bâtissant pour des religieuses visitandines un petit temple sur la rue Saint-Antoine, l'église du couvent de la Visitation Sainte-Marie, dont vous avez 2 images ici et que vous connaissez peut-être, bien qu'il ne soit pas si facile que ça de le visiter, puisqu'il n'est ouvert guère qu'au moment des services du culte protestant qui s'y tient. François Mansart bénéficie surtout d'une gloire mondaine très importante. C'est le dieu des précieuses, peut-on dire, en exagérant un petit peu, mais c'est un architecte qui est apprécié pour la galanterie de son architecture, comme disent les dames de l'époque. Parce qu'il y a toujours des intentions subtiles dans le décor, dans la composition des volumes, etc., qui tranchent avec ce que font ses contemporains. Et donc c'est assez naturellement à lui qu'Anne d'Autriche va s'adresser pour lui bâtir une église qui réponde à son souhait de remercier Dieu de façon éclatante sur le sol parisien. Vous avez ici la médaille de la fondation de l'église du Val-de-Grâce de 1600, qui a été frappée en 1645, où l'on voit Anne d'Autriche et son petit dauphin.
Et cette médaille, vous voyez, apparaît sur la table de Jacques Tubeuf, qui est l'intendant qui va suivre les travaux du Val-de-Grâce, et que l'on voit sur la table, comme vous, je pense, vous le voyez ici. François Mansart va tout d'abord choisir une implantation qui n'est à proximité du couvent, mais sans lien avec le couvent. Il y a une distance entre la nouvelle église qu'il projette de bâtir et le quadrilatère claustral. Les deux sont séparés, mais en retrait, comme le couvent, de la rue, pour ménager une cour. Mais il choisit un terrain qui est... là, le document est postérieur, naturellement, au choix de François Mansart, puisqu'on s'y projette en noir le dessin définitif. Donc, ce qu'il faut voir, ce sont les images jaune clair et jaune foncé qui montrent que sous l'église, il y a des carrières extrêmement importantes. Le sol, effectivement, de la montagne Sainte-Geneviève est un calcaire extrêmement dense, précieux pour la construction, et donc a été exploité constamment. Et le premier monastère de Marguerite d'Arbouze a d'ailleurs été bâti avec des pierres extraites du sol même du monastère, ce qui réduisait naturellement le coût de cette construction. Là, le problème est que les trous sont là et qu'il va falloir renforcer ces vides pour empêcher un effondrement malencontreux du sol de l'église si ces piliers qui vont venir renforcer les voûtes de la carrière qu'on a exploité au maximum, et donc en laissant une part de pierre entre la partie exploitée et le sol assez réduite. Des projets de François Mansart, nous avons 3 dessins principaux. Vous avez à droite le premier dessin, première esquisse, et ce dont je me suis rendu compte en fait assez tardivement, et ce qui justifie un petit peu cette conférence, c'est que dans cette première conception, l'Église n'était pas reliée au couvent. Le cœur des religieuses ne vient pas se greffer sur le côté de l'Église. C'est une Église isolée, conçue comme une Église votive, posée sans doute sur le sol du monastère, mais sans lien avec le monastère. Et donc il faut imaginer qu'à ce moment-là, donc en 1644, début 1645, la reine imagine d'avoir sa belle église posée là, à proximité de ses chères religieuses, et que les religieuses continueront de faire et de prier principalement dans leur chapelle, et venir seulement dans la grande église pour prier le Saint-Sacrement dans une petite chapelle qui est au revers du maître-autel. Vous avez, vous voyez au crayon ici, un petit espace rectangulaire qui a vue sur le revers du maître-autel. Et donc là, c'est le point, effectivement, qu'on va retrouver de façon constante. Les projets successifs de François Mansart mettent en place tous une chapelle pour l'adoration du Saint-Sacrement au revers du maître-autel. Ce qui est encore le cas dans l'Église d'aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, François Mansart a bien posé un trait caractéristique dans l'Église définitive du Val-de-Grâce. L'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, qui est peut-être liée à une dévotion préexistante des religieuses des bénédictines, mais qui trouve, évidemment, avec cette nouvelle Église, une expression beaucoup plus monumentale. Ce premier dessin peut être placé au début de la réflexion de François Mansart, car il se distingue encore assez peu
de ce qui est une des grandes références de l'architecture religieuse de l'époque, c'est-à-dire l'église des Jésuites, ce qu'on appelle aujourd'hui l'église Saint-Paul-Saint-Louis, parce qu'on a un massif quadrangulaire autour d'une croisée couverte d'un dôme, et que cette croisée est encadrée de 4 petites chapelles. Vous voyez, 1, 2, et les autres ne sont pas vraiment esquissées. Ici, là elles sont plus visibles, mais il faut imaginer que doit être fait de l'autre côté des chapelles. 4 chapelles qui entourent ce dôme et qui sont creusées en fait dans les énormes piliers qui soutiennent le tambour et le dôme qui monumentalisent cette église, devant lequel s'étend une nef que, comme vous voyez ici, qui a aussi des caractéristiques sur lesquelles je reviens dans un instant. Remarquez qu'ici, ces 4 chapelles aux 4 angles de ce grand massif dont sort d'un côté un chœur dans lequel on installe un maître-autel monumental surhaussé par de nombreuses marches, et de l'autre côté une nef de 3 travées qui conduit donc à la façade que l'on voit ici à peine esquissée au crayon. Mais ce qui est remarquable, c'est que la nef de cette abbaye, de cette église votive, et on le devine un petit peu au crayon, est un berceau, mais un berceau qui est fragmenté par des pénétrations de voûtes triangulaires aux 2 extrémités, par un cercle, par une sorte d'enfoncement de la voûte au centre, et par un arc de cercle sur les côtés qui relie ce motif central au bas-côté. Cette façon de fragmenter la voûte du berceau est quelque chose d'extrêmement singulier, propre à François Mansart, qu'il emploie plusieurs fois, sous des formes toujours variées, mais où on a toujours cette idée d'avoir dans une voûte apparemment régulière un enfoncement, un défoncé de la voûte, qui peut être circulaire comme ici, qui peut être rectangulaire comme au château de Maison, mais qui évidemment donne à cette architecture une singularité, une galanterie très particulière. Le deuxième dessin que nous avons est ce dessin beaucoup plus abouti, qui n'est pas forcément un dessin autographe de Mansart, mais qui est fait naturellement d'après son dessin, et qui nous donne le demi-plan de l'église, la coupe longitudinale sur le côté, que je vous montrerai tout à l'heure sous un autre angle, et une partie de la façade en élévation, et l'extérieur même en fait de l'église sur la façade. Mais je me concentre pour l'instant sur le plan, qui est donc un demi-plan. Il faut imaginer qu'il se répète en symétrique de l'autre côté, mais ça c'est une singularité de Mansart. Quand il fait des dessins pour les devis de construction, il a toujours des raccourcis, il ne dessine jamais le plan complet. Pour la visitation Sainte-Marie, il s'est contenté même d'un quart du plan. Comme c'était un plan symétrique, il ne fait qu'un quart du plan. Là, il fait la moitié du plan. Mais c'est, si je puis dire, quelque chose qui signe son dessin, sa façon de faire. En tout cas, on voit bien ici les changements importants qui sont apportés à ce dessin. Tout d'abord, là, si on prend depuis la façade, on a une nef, comme dans le premier dessin. Là, on ne voit pas quel est le voûtement, il n'y a pas de projection des voûtes de cette nef, peut-être la même déjà, puisqu'il va y revenir dans le troisième dessin, de cette voûte fragmentée, et puis 3 chapelles latérales de chaque côté. Mais le massif, il reprend l'idée d'un grand massif cubique, où la croisée couronnée par un dôme est cantonnée par des petites chapelles. Ici, ces petites chapelles ne sont plus rondes, elles sont ovales, une forme plus originale que la forme ronde
du premier dessin, et surtout, et c'est là le point capital dans l'invention de François Mansart, ces chapelles ouvrent diagonalement vers le centre sous la voûte du dôme. Voyez, alors que là, elles forment un circuit périphérique. Ici, les chapelles ouvrent sur le dôme. Ce qui naturellement a un effet centrifuge sur cette croisée de l'église. Et d'autre part, il simplifie son dessin en faisant disparaître la chapelle du Saint-Sacrement. Il n'y a rien derrière. Et par contre, ce qui était l'espace du chœur devient une chapelle. Et on doit imaginer que le maître-autel qui n'est pas dessiné devait être placé à la limite de la croisée et de la chapelle du Saint-Sacrement arrière. Deuxième apport majeur de François Mansart au dessin final du Val-de-Grâce, c'est-à-dire que la croisée donne sur une chapelle du Saint-Sacrement qui est tangente à cette croisée et qui permettra aux religieuses d'adorer le Saint-Sacrement installé sur un autel, soit juste au fond de cette croisée, soit carrément au milieu de la croisée. Et surtout, cette ouverture diagonale qui fait en quelque sorte tourner la croisée de l'édifice. Nous avons un autre dessin, je ne dirais pas un troisième dessin, car en fait il vient compléter ce second dessin que nous venons de voir, qui est une coupe diagonale sur la croisée que met en place le plan que je viens de vous commenter. Et dans ce dessin, on a, autre invention extraordinaire, l'emboîtement de deux dômes, ou plus exactement d'une coupole interne et d'un dôme extérieur de charpenterie, une coupole ovoïde, qui vient s'emboîter dans le dôme de charpenterie supérieure. Cette idée tout à fait spectaculaire n'est pas retenue dans le dessin final, comme vous savez. Mais ce dessin a une fortune tout à fait remarquable, puisque Jules Hardouin Mansart va reprendre l'invention de son grand-oncle François pour Saint-Louis des Invalides. Et donc là, il y a une sorte de filiation latérale de ce dessin et d'autres dessins esquissés par François Mansart qui se trouvaient après sa mort dans ses papiers et que Jules Hardouin Mansart a exploité de façon presque littérale. On a encore un autre document un petit peu latéral qui est la médaille de fondation. Je vous ai montré tout à l'heure l'avers, où l'on voit la reine et le dauphin, le jeune roi en fait, puisque la médaille est frappée après la mort de son père, et le revers ici, qui nous montre une élévation depuis l'entrée dans l'avant-cour du couvent, sur la nouvelle église projetée par Mansart, qui donne donc une idée de ce que devait être la nouvelle église de François Mansart. Une église dans laquelle il y a des éléments qui disparaîtront, comme ces clochetons qui encadrent le dôme, et qu'on peut supposer construits au-dessus des chapelles ovales dont nous avons vu le plan, mais un dôme qui vient couronner le fronton et surgir au-dessus de la nef, mais une nef qui est couverte, vous voyez, d'un comble brisé, qui est apparent, qui est visible depuis la cour. Et là, c'est le premier point qui n'est pas retenu dans le dessin final. Enfin, c'est un autre point qui n'est pas retenu dans le dessin final. La toiture de la nef est masquée par le fronton dans le dessin final,
alors que François Mansart avait prévu de le faire apparaître. C'est un moment où cette question est au cœur, je crois, des réflexions des architectes du temps. À la Sorbonne, Jacques Lemercier a masqué la toiture de la Sorbonne derrière le fronton, mais au noviciat des Jésuites, qui a disparu, qui était du côté de la rue Bonaparte d'aujourd'hui, la toiture apparaissait au-dessus du fronton. Donc c'était un moment, toutes ces églises construites dans les années, à la fin des années 1630, début des années 1640. Donc, on avait là une question. Est-ce que la toiture doit faire partie de la silhouette d'une façade? Ou au contraire, faut-il retenir seulement le plein du mur? Et vous remarquez que le dôme, plutôt pour l'instant il est difficile de remarquer, que le dôme est beaucoup plus trapu, beaucoup moins élancé que ce qui a été bâti aujourd'hui. Et que donc, là encore, on peut soupçonner que le dessin de François Mansart n'a pas été exécuté comme il l'aurait souhaité, même s'il n'a pas suivi tout le chantier. Il aurait aimé que son dessin soit exécuté par ses remplaçants, en quelque sorte, ses successeurs. Et là, on voit bien une différence que je vais souligner dans un instant. De même que, vous le voyez, dans ce premier dessin frappé en bronze, comme dans le dessin ici, qui est un détail du grand dessin du projet de tout à l'heure, on voit bien que ce sont des colonnes ioniques et non pas des colonnes corinthiennes comme exécutées. Donc on peu à peu, à explorer ces documents de François Mansart, ces dessins de François Mansart et ces dessins connexes que je viens de vous montrer, on voit que le dessin de François Mansart a sans doute mis en place des éléments décisifs du dessin final, mais sur certains points, pour certains secondaires, comme sans doute le choix de l'ordre ionique ou corinthien, d'autres fois beaucoup plus importants, comme le volume du tambour et de la coupole de la silhouette générale de l'Église, a été modifié de façon importante. Là encore, il s'agit je reviens sur ce dessin, car ce n'est que très récemment, qu'en le réexaminant, j'ai compris, ou je crois avoir compris, que ce dessin est le dessin qui a accompagné la signature du devis et marché de construction de l'Église en juillet 1645. C'est-à-dire qu'en juillet 1645, le projet de François Mansart qu'on commence à bâtir est celui que montre ce dessin. C'est-à-dire, là encore, comme le premier dessin, et comme le montre le devis, le texte du devis, une église qui ne fait pas partie du couvent, qui est juxtaposée au couvent. Une église qui forme donc un temple votif séparé, un peu comme le sont dans certaines villes italiennes, ces églises votives qui sont à côté des églises paroissiales ou de la ville. Donc, une église séparée. Il retient donc ce qu'il a exploré, ces chapelles diagonales, il retient cette chapelle du Saint-Sacrement, et vous voyez qu'il y a un petit personnage qui est ici au seuil entre la chapelle du Saint-Sacrement, nouvelle forme, et la croisée et la nef, et là cette porte, qui est la porte qui de l'extérieur permet aux religieuses d'entrer dans cette chapelle pour leurs exercices de dévotion. Mais il faut passer par cette porte, il n'y a pas d'autre accès, et donc Mansart va réfléchir à cette question de l'accès à la chapelle du Saint-Sacrement, comme nous allons voir dans un instant. On voit en même temps mieux la coupe longitudinale de l'église, donc avec cette chapelle du Saint-Sacrement qui est assez réduite en dimension. Et là, ce point va être corrigé par Jacques Lemercier dans les années 1648-49, en décidant que la chapelle n'est pas assez grande pour contenir les religieuses qui souhaitent prier, et il va complètement bouleverser l'architecture de l'édifice. Et donc là, à l'arrière du bâtiment projeté par François Mansart,
va se dessiner une autre chapelle du Saint-Sacrement, due entièrement au talent très subtil, très sophistiqué de Jacques Lemercier, l'architecte de François Mansart, l'architecte de Richelieu, l'architecte de la Sorbonne notamment. Puis on voit que l'Église est scandée au niveau de ce chœur qui devient un chœur liturgique, c'est-à-dire que c'est là que se déroule sur l'autel le service, autel qui n'est pas mis en place mais qu'on peut supposer, sans doute parce qu'on ne sait pas encore si on va l'installer au centre, comme le montre une gravure, ou à la limite des deux espaces, mais on voit que le bâtiment est scandé de pilastres et on voit sa façade extérieure. C'est cette partie-là, cette partie basse, qui est, si je puis dire, outre le plan général avec ces modifications que je viens de vous exposer, qui est l'apport et l'œuvre incontestable de François Mansart. Car il y a ce dessin, et ce dessin a été le guide de Mansart pour la construction de l'église pendant 1 an et demi, puis de Jacques Lemercier pour l'achèvement de ce premier travail qui était défini par ce devis dont je vous ai parlé. Dans ce premier travail, il n'était pas question de bâtir de liaison avec le couvent. Ce n'est qu'à la fin de cette phase qu'on va imaginer de compléter le dessin de Mansart, d'une part par une chapelle pour la reine, la chapelle Sainte-Anne, et de l'autre part par le chœur des religieux. Il n'est pas impossible, et c'est dans ce sens que je vais aujourd'hui, que la liaison de l'Église et du chœur des religieuses soit due à François Mansart, même si elle ne s'engage vraiment qu'à cet art. En effet, un troisième dessin très spectaculaire existe, qui est forcément postérieur à juillet 1645, puisque le devis ne prévoyait pas de liaison entre l'Église et le monastère, et que donc on est à un moment qui doit être à la fin de 1645, à l'automne 1645, et ceci, encore une fois, est absolument caractéristique du génie d'ailleurs difficile de François Mansart, qui est de toujours vouloir avoir de nouvelles idées, qui veut toujours modifier ses dessins, qui ne veut jamais se lier les mains par un contrat pour pouvoir intégrer à son dessin les nouvelles idées qui lui viennent. De ce point de vue-là, les contemporains sont unanimes, absolument unanimes, constamment, et on voit ça dès ses premières œuvres. Il modifie au dernier moment les contrats pour introduire des éléments qui lui paraissent plaisants. Alors ça peut être quelque chose de très modeste, quelques décors de niche, un balcon ouvrant sur un jardin, comme pour le château de Berny. Ça peut être la toiture, la silhouette de la toiture du couvent de la Visitation Sainte-Marie, qui a complètement changé après avoir signé pourtant un devis signé Né Variéture. Pour que ça ne change pas, il change la toiture. Et ici, vous voyez qu'il propose de transformer cette église votive en un palais monastère qui doit s'inspirer du palais de l'Escorial, où on a aussi une église monacale entourée d'un palais, et donc avoir d'un côté le couvent des religieuses, que vous voyez ici, et vous voyez l'escalier que nous avons vu tout à l'heure, qui est conservé, et de l'autre côté, l'appartement de la reine et de grands vestibules qui se succèdent et qui ne sont sans doute qu'une partie d'un palais qui doit s'étendre certainement vers la gauche, comme le couvent s'étend vers la droite. Il est évident que l'ampleur de ce dessin a dû décourager la reine Anne d'Autriche,
d'autant qu'elle sentait que les travaux avançaient plus lentement qu'elle ne le souhaitait déjà, puisqu'il y avait tous ces problèmes de renforcement de carrière à résoudre. Et donc elle a refusé le projet, aux grandes dames certainement de Mansart. Mais celui-ci a conservé la liaison avec le couvent, et non seulement la liaison avec le couvent, mais ce corridor périphérique que vous voyez ici, qui permet de relier le couvent en contournant le cœur des religieuses, dont on ne voit que l'amorce ici, pour aller jusqu'à la chapelle du Saint-Sacrement. Et là, on peut être bien sûr que ce qui était dessiné un peu ambigu dans le plan précédent est bien la chapelle du Saint-Sacrement, puisque là, le maître-autel est marqué, ici, avec sa croix, à la limite entre la grande croisée sous la coupole et cette chapelle, qui entre-temps, vous voyez, sur ce dessin a changé de forme encore. C'était une chapelle avec une curieuse forme ovale se prolongeant par un rétrécissement, et là on a une chapelle circulaire. Là, François Mansart est de ce genre d'architectes qui n'arrêtent pas de modifier leur dessin. Et donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien, puisque c'est pas simplement l'extérieur, c'est l'espace intérieur, c'est les volumes intérieurs qu'il faut changer. Et vous voyez sur la droite, vous voyez ce que donne ce corridor. Vous voyez qu'au premier étage, au niveau du sol de l'église, on a un corridor qui court, éclairé par des fenêtres, qui court et tourne autour de l'église pour rejoindre la chapelle du Sacrement et pour rejoindre aussi un élément supplémentaire, une chapelle pour la reine, la chapelle Sainte-Anne, mais qui va être détachée. C'est pour ça que j'ai coupé le dessin de Mansart, un peu sauvagement, pour couper cette chapelle du palais qu'on a décidé de supprimer. Et voilà, nous arrivons quasiment au plan définitif, un massif centré autour d'une croisée couronnée par un grand dôme porté par un tambour, avec deux absides semi-circulaires et une troisième qui est occupée en fait par une saillie qui met au contact la chapelle du Saint-Sacrement et le maître-autel qu'on va installer ici, devant. Mais cette croisée, elle est entourée non seulement de ces 4 chapelles ovales, mais aussi de 4 espaces secondaires, la nef, ce qui est naturel, évidemment, le chœur des religieuses, ce qui s'impose, mais aussi la chapelle de la Reine face au chœur des religieuses, et la chapelle du Saint-Sacrement derrière le maître-autel. On a atteint là en quelque sorte un aboutissement qui est le produit de l'invention de François Mansart, mais qui est sans doute enrichi par l'idée de lier le chœur des religieuses à l'autel, peut-être et vraisemblablement aussi de François Mansart. Par contre, la chapelle du Saint-Sacrement a été redessinée, vous voyez, il n'y a pas de rapport entre les versions successives de cette chapelle et ce qu'on a aujourd'hui, par Jacques Le Mercier, et la chapelle de la Reine, dont le statut est aussi assez ambigu. Est-ce Jacques Le Mercier qui l'a introduit, ou plutôt qui l'a redéfini, ou est-ce à partir de cette idée de François Mansart de faire une chapelle au revers d'un appartement, d'un palais contigu, mitoyen de l'église votive, ça reste encore un peu incertain. Mais les choses vont changer d'une façon beaucoup plus spectaculaire, et là, si je puis dire, la démonstration est plus simple. La démonstration est plus simple parce qu'on n'a pas à démêler la part des uns et des autres, de se débrouiller entre ces dessins qui proposent tant de variantes différentes. François Mansart a été démis de la direction du Val-de-Grâce, mais ses dessins approuvés
est mis en œuvre et a été remplacé par Jacques Lemercier à la fin de 1646, début 1647. Jacques Lemercier exécute les dessins de François Mansart, et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas d'ambiguïté. François Mansart est bien l'auteur du plan de l'église, aux réserves que je viens d'indiquer près, est bien responsable de l'élévation de l'église jusqu'à la corniche, mais Jacques Lemercier doit arrêter les travaux parce que se déclenche en 1649, comme vous savez, la Fronde. Les travaux s'arrêtent, se ralentissent sans doute d'abord, puis s'arrêtent complètement, et la construction ne va pas plus haut que la corniche. Il y a des endroits où elle n'est même pas atteinte, mais au maximum, c'est la corniche du premier registre. Donc toutes les parties hautes, toutes les voûtes, les pendentifs, le tambour, la coupole du Val-de-Grâce sont postérieurs à la Fronde. Des historiens s'étaient trompés parce qu'on a frappé une médaille avec la date 1650, et 1650 c'est la date de la dédicace théorique du Val-de-Grâce, la dernière année où Anne d'Autriche peut dire « je suis reine de France », après c'est le roi, et donc Louis, et donc elle ne peut pas, donc elle a choisi cette date symbolique, et donc on frappe la date 1650 comme la date de l'achèvement voulu, souhaité pour cette église, mais les choses seront différentes. Par contre, la Fronde interrompt tout ça, et lorsqu'en 1654 la Fronde se calme, que le roi peut rentrer à Paris, que Mazarin peut revenir à Paris, les travaux reprennent, mais Jacques Lemercier meurt en janvier 1654, et donc on va s'adresser à un troisième architecte, Pierre Le Muet, qui est particulièrement bien vu par l'intendant chargé de conduire les travaux du Val-de-Grâce, Jacques Tubeuf, puisqu'il a bâti pour Jacques Tubeuf plusieurs petits hôtels à côté du palais Mazarin, et qui vient d'achever un magnifique hôtel rue Vivienne, 16 rue Vivienne, qui témoigne de ses capacités. Et il va, sans qu'on ait de traces autres que ce dessin et les gravures de Jean Marot, il substitue son propre dessin au dessin de François Mansart pour toutes ces parties hautes. Et ces dessins sont très différents de ceux de François Mansart. Il suffit de mettre en parallèle, et ce qui va suivre, c'est une série de parallèles, le dessin de François Mansart, tel qu'il a été restitué par les historiens Bram et Smith. Vous voyez, avec sa voûte bizarre, avec son enfoncement central, cette bizarre coupole couronnée par un dôme dans lequel cette coupole s'enfonce, cette coupole ovoïde s'enfonce, ça n'a rien à voir avec la coupole hémisphérique et surtout peinte, dessinée et bâtie sous la direction de François Mansart. Ici, c'est une coupole uniquement architecturée avec des petits ornements, comme vous l'avez vu sur les dessins précédents. Au final, c'est une grande fresque sur une surface hémisphérique qui est mise en place. La couverture de la nef que vous connaissez est extrêmement spectaculaire, avec ces entrelacs autour de caissons, des bustes de la famille de Jésus, très spectaculaire, mais ça n'a rien à voir avec le dessin de Mansart, où on a ces lunettes triangulaires, alors qu'on a, dans le dessin de Le Muet, vous voyez, un fragment de berceau en saillie qui termine aux deux extrémités la nef. Pas d'enfoncement central, mais au contraire, simplement, cette surface chatoyante d'entrelacs et de sculptures tout à fait originale, qui rappelle un peu la Renaissance française,
c'est le moment où les travaux du Louvre vont reprendre et où les caissons des escaliers du Louvre ont pu peut-être suggérer cette invention. En tout cas, on a là quelque chose qui est radicalement différent du projet de François Mansart. Projet qu'il maintient en fait à travers ses différents dessins et qu'il aurait certainement mis en œuvre si il avait gardé la main. Là, on voit bien, effectivement, ce contraste entre le dôme de Mansart, avec ses petits ornements sculptés, et la grande coupole peinte par Pierre Mignard. Entièrement romaine de conception, puisqu'elle s'inspire des grandes coupoles romaines contemporaines. La façade elle-même, apparemment, ne change pas au sens propre. Le dessin même de la façade de l'église semble bien rester de l'invention de François Mansart. François Mansart, en effet, a l'idée de mettre en place une façade écran à deux ordres superposés, couronnée par un fronton, mais il plaque sur cette façade écran un portique en saillie avec 4 colonnes portant un fronton qui forme saillie, et au second registre, le dessin étant défoncé, c'est-à-dire que les colonnes avancent et le centre s'enfonce. C'est-à-dire qu'en bas, on a un portique qui s'avance vers l'extérieur, en haut, on a au contraire une niche ou une fenêtre qui s'enfonce vers l'intérieur. Cette syntaxe très particulière d'une ordonnance très habituelle, c'est le modèle de la façade à la romaine, comme on dit aujourd'hui, est conservée par Pierre Lemuet dans son dessin, sans doute un des rares dessins, peut-être autographe, de Pierre Lemuet. On a aussi les deux registres, on a le portique qui s'avance, on a la fenêtre en recul, mais les ordres changés. Le corinthien chasse le composite, et surtout les ornements sont tout à fait différents d'esprit. Vous voyez qu'au lieu d'avoir une sorte d'aileron très épuré, on a une volute avec des guirlandes qui viennent ici. On a ici un bassin de sacrifice, mais qui porte également une guirlande décorative. Je ne peux pas rentrer trop dans ce détail, mais vous voyez bien que là, on s'est écarté dans le détail décoratif du dessin de Mansart, et que d'ailleurs, on va s'écarter à nouveau de ce premier dessin pour aboutir au dessin final, qui a été exécuté comme vous le voyez. La gravure de Jean Marot que vous avez à gauche nous montre la façade dans laquelle est isolée cette façade écran et son portique plaqué du reste de la composition. C'est pas sans intérêt, et ça montre bien qu'il s'agit là d'une intention particulière de l'architecte, puisque lorsqu'on est au seuil de l'avant-cour, à l'entrée de l'avant-cour de cette abbaye, sur le point d'entrée dans l'avant-cour, le dôme, enfin non seulement le tambour, mais le dôme jusqu'à son sommet, disparaissent complètement derrière la façade écran qui s'élève devant vous, comme le montre la diapositive de droite. Ce que vous avez ici, j'aurais pu, par le jeu de la perspective, le poser à la pointe du fronton. Et je vous défie de deviner que cette boule et cette croix, placées à la pointe du fronton, ne viennent pas couronner le fronton. Alors qu'en fait, ils couronnent le sommet du dôme de l'église, donc 20 mètres, 30 mètres plus loin. C'est-à-dire qu'on a cherché ici à faire une composition perspective depuis ce qu'on appelle les points de perspective, c'est-à-dire un point bien défini sous l'angle duquel une architecture apparaît à son meilleur. Et donc là,
Marot exprime certainement un dessein de Pierre Lemuet qui a voulu que soit calculée la hauteur de la façade, la hauteur du dôme et de son tambour, pour que seule la croix domine à l'entrée de l'abbaye. Ce sont des choses qu'on remarque de temps en temps, mais je crois que c'est au Val-de-Grâce que cet effet particulier est le plus parfait et surtout le plus singulier, parce qu'il fait vraiment sens, pour les visiteurs. Je pense que ces gravures de Marot sont faites non pas d'après un dessin de Jean Marot qui va relever la façade, qui va dessiner la façade qu'on a sous les yeux, mais d'après le dessin original de Pierre Lemuet, dans lequel il présentait à la reine son intention pour la façade, comme son intention pour la coupe de l'église, les dessins de l'avant-cour, etc. Il faut supposer que la reine s'est vue soumettre un ensemble de dessins proposant un achèvement différent, et que donc effectivement François Mansart est-il l'architecte du Val-de-Grâce? Il l'est, mais à demi. Même s'il y a des épisodes latéraux, si je puis dire secondaires, inverses, c'est-à-dire à demi pour François Mansart, mais à la réserve de la chapelle du Sacrement de Le Mercier, et à demi à réserve de l'invention de ce portail très singulier de François Mansart, dont le muet ne fait que modifier le détail décoratif, que réécrire en quelque sorte le détail décoratif. Nous n'avons pas idée de l'ensemble des dessins qui ont pu être produits au moment de la mise au point des derniers éléments du Val-de-Grâce tel que nous le connaissons. Ce qui est sûr, ces deux dessins le montrent, c'est que l'avant-cour que nous avons sous les yeux aujourd'hui est le produit d'un choix entre des parties différentes dont ces dessins, conservés à Stockholm, gardent la trace. Une cour semi-circulaire ou une cour rectangulaire, mais avec une ordonnance toute différente. Le dernier travail des architectes du Val-de-Grâce, ce sera le mobilier. Et donc, on a un ensemble très considérable de marchés pour la sculpture des voûtes, des pendentifs, des arcades du Val-de-Grâce, pour les serrureries, pour les menuiseries, les stalles des religieuses, la porte de l'église. Mais naturellement, le morceau majeur, c'est le maître-autel, dont on sait que plusieurs architectes ont proposé des dessins. Pierre Mignard a fait un dessin pour l'autel qui n'a pas été retenu. Pierre Lemuet s'est fait assister par un jeune homme, Gabriel Leduc, qui revenait de Rome et qui a fait avec lui la grande maquette qui a persuadé la reine en août 1663 d'être exécuté, mais qui néanmoins a été légèrement modifié en prenant une forme circulaire qui a l'inconvénient de venir mordre sur les chiffres qui figurent sous le dôme, comme vous le voyez sur cette vue, de façon un peu oblique. Et donc le maître-autel qui était là sur un marchepied, sur un podium ovale, a été installé sur un podium circulaire. Il est évident que Pierre Lemuet et Gabriel Leduc se sont largement inspirés du maître-autel de Bernin à Saint-Pierre-de-Rome, mais de façon un peu sévère, mais en même temps juste. Il y a de l'un à l'autre une immensité, car ici les colonnes sont en marbre d'une dimension bien plus réduite que celle de bronze
de Saint-Pierre. Le couronnement est en bois, alors que le couronnement de l'autel de Saint-Pierre est là encore en bronze. Donc il est évident qu'il y a deux registres assez différents, mais l'inspiration, effectivement, nous fait penser, et devait faire penser avec plaisir à la reine, à l'autel du Bernin, à qui on a demandé d'ailleurs, quand il était de passage à Paris, au moment où ce maître-autel se mettait en place, un dessin voué à l'échec, puisqu'on passait déjà les marchés, on avait déjà passé les marchés, et on avait commencé à exécuter les marchés pour l'achèvement de l'autel. La reine Anne d'Autriche meurt, comme vous le savez, au printemps 1666. Le Val-de-Grâce est presque achevé. Reste effectivement à mettre en place ce maître-autel, reste à achever l'avant-cour dont j'ai parlé il y a un instant, mais elle a le plaisir de voir son grand projet réalisé, et c'est Louis XIV qui, sur les fonds des bâtiments du roi, va s'attacher à achever de meubler l'église, achever surtout de dessiner l'avant-cour, et tandis que les religieuses vont s'arranger pour bâtir sur les parcelles périphériques de leur enclos des maisons de rapport qui leur permettront de vivre. Vous avez ici une idée de ce mobilier, là encore achevé après la mort de la reine, cette grille qui sépare donc le grand espace sous le dôme, qui est devenu un chœur liturgique au sens propre du terme, dont le maître-autel porte la nativité de notre Seigneur, donc la Vierge, Saint Joseph et l'enfant Jésus, puisqu'il s'agit, par cette construction splendide, faite effectivement, comme je le disais il y a quelques années, à plusieurs mains, pour remercier le ciel de lui avoir donné cet enfant du miracle, comme vous savez. On peut clore ces propos par quelques remarques rapides sur le couvent, car parallèlement à l'église, le couvent a été augmenté de façon considérable. On a achevé le quadrilatère. En 1652, on montre sur un plan de Paris le quadrilatère achevé. Il est loin d'être achevé, mais on va l'achever, et surtout on va l'augmenter aux quatre angles de ces grands pavillons, dont le premier est l'appartement, un nouvel appartement pour la reine. Son premier appartement était sur le pourtour du cloître, à gauche, et son nouvel appartement est installé dans ce grand pavillon qui est cantonné d'un grand escalier en rœuvre que vous avez à droite, et de ce petit cabinet précieux, comme on aimait à les faire à cette époque. Voilà l'ampleur de l'achèvement du bâtiment. On a même à un moment imaginé, comme vous le voyez, bâtir des maisons symétriques aux abords du Val-de-Grâce. Mais ce qui est le plus remarquable dans ce plan, c'est qu'on voit bien la liaison du monastère primitif, de la nouvelle église votive, et cette liaison qui est en fait une liaison triple. Il y a le clocher, un avant-chœur, le chœur des religieuses. Mais ici, je ne crois pas que ce soit lisible de vos places, dans le prolongement, un trait vient unir la chapelle Sainte-Anne à ces bâtiments qui sont indiqués comme à bâtir, et qui montrent que l'idée de François Mansart de relier l'église des deux côtés, d'un côté par le chœur des religieuses au couvent, de l'autre à des bâtiments à définir, reste présent dans l'esprit des architectes qui travaillent au Val-de-Grâce. Et je termine sur cette image, qui est sans doute l'image la plus familière que l'on ait aujourd'hui du Val-de-Grâce, qui a un charme tout à fait incroyable, puisque le tunnel, en quelque sorte, de la rue du Val-de-Grâce, avec ces maisons de rapport, crée une sorte de tunnel d'ombre, au milieu duquel surgit l'image de l'église, image qui, vous le voyez ici,
montre l'église surmontée par son dôme, son clocheton et sa croix. Mais cette image est une image anachronique. Elle a été créée, elle n'a pu naître qu'en 1802, lorsqu'on a percé la rue du Val-de-Grâce. Donc elle est devenue complètement familière. Pour nous, on imagine mal le Val-de-Grâce sans cette image, qui pourtant est étrangère à la conception des 3 architectes principaux qui ont travaillé sur ce chef-d'œuvre de l'architecture française du XVIIe siècle. Comme quoi, si je puis dire, il y a, là encore, c'est quelque chose que François Mansart n'a pas bâti, cette image incroyable, magnifique, dans lequel on a cet effet pyramidant qui est pourtant un des traits les plus permanents de l'architecture de François Mansart. Il aime composer des formes pyramidantes. Depuis le château de Balleroy en Normandie, où on voit ces pavillons de rez-de-chaussée qui deviennent des pavillons de 2 étages, jusqu'au pavillon central de son château qui s'élève sur 3 étages avec son clocheton, jusqu'au château de Maison, où on a aussi ces effets pyramidants. Eh bien, ici, un effet pyramidant qui devrait être de François Mansart et qui n'est pas de François Mansart. Je vous remercie. Sans problème, oui. On peut y répondre. Vous étiez tellement précis, tellement rigoureux dans votre analyse, que... On donne plusieurs... Mansart a été démis de la direction du chantier assez vite, au bout de 18 mois, quelque chose comme ça, hein, en novembre 1646, alors que le chantier avait commencé en avril 1645. Donc vous voyez, c'était assez court. Alors, on donne plusieurs explications, les contemporains donnent plusieurs explications différentes. Les unes que la reine n'était pas contente de l'avancement du chantier, qu'elle trouvait que le chantier avançait trop lentement, et donc elle le reprochait à François Mansart, se mêle à ce regret de voir avancer le chantier trop lentement. Parce qu'elle avait une échéance, hein, elle était régente que jusqu'en 1650. Donc elle aurait aimé que ça soit terminé en 1650. Mais aussi, il y avait le fait qu'elle voyait bien qu'il n'arrêtait pas de vouloir changer dans ses dessins, surtout qu'il a dû lui refuser assez nettement, comme il l'a fait à Colbert à propos des dessins du Louvre, il a refusé de se lier les mains. Il ne voulait pas dire ça c'est le dessin définitif. Donc, elle dit, bon, puisque ce n'est pas définitif, on va confier son dessin à quelqu'un de sérieux, Jacques Le Mercier. Voilà. Je crois que c'est l'explication de la chose. Oui, oui. Et ces carrières n'ont pas donné lieu à des difficultés dans la construction. Si, absolument. Extrêmement considérables. Et des difficultés considérables, parce qu'il a fallu renforcer, comme vous savez, quand on creuse la carrière, on laisse le ciel de la carrière, une partie assez épaisse pour que ça ne s'effondre pas, et puis en dessous, donc, on a le vide de la carrière. Quand on craint que ça s'effondre, on construit des piliers, où on ménage des piliers de temps en temps, dans ces vides qu'on a vidés de leurs pierres, on les espace, mais quelquefois on les espace trop. Et donc il y a des effondrements.
Alors ces carrières sont assez bien étudiées, je crois. Marc Viré, enfin, il y a tout un groupe de passionnés de carrière parisienne étudie ce genre de choses. Je crois qu'actuellement, on ne mesure pas très bien concrètement quelles sont les difficultés de Mansart dans cette affaire. Quel pilier il a pu construire ou faire construire, parce que ce n'est pas lui qui construit, c'est des maçons très compétents qui font ça. Des spécialistes même. On change, on n'a pas les mêmes maçons pour renforcer les carrières et pour construire le socle de l'église. Donc voilà. De nos jours, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'effondrement de fissures. Théoriquement, on a une inspection, depuis le 19e siècle, on a une inspection des carrières qui est assez sérieuse. Les carrières parisiennes sont très surveillées parce qu'on sait justement tous les dangers. Ça n'empêche pas de temps en temps d'avoir un effondrement. Ça arrive, je ne sais pas, tous les 20 ans, quelque chose comme ça. Alors, quand il n'y a pas de mort, personne n'en parle, on oublie. Voilà. Enfin là, je pense qu'elles sont surveillées de près. Vu ce qu'il y a au-dessus, on essaie d'éviter. Oui, monsieur, j'ai eu l'occasion Oui. de lire, de reprendre dans un ouvrage qui faisait pas forcément référence, que le dôme de la coupole du Val-de-Grâce n'était pas particulièrement une réussite eu égard à d'autres réalisations et qu'il s'en dégageait, et que c'est un peu vrai quand on regarde, une certaine lourdeur. Alors qu'en est-il selon vous? Alors, quand on dit coupole, c'est toujours ambigu, parce qu'en fait, moi j'essaie de distinguer la coupole, qui est la partie de pierre interne, qui est peinte, et puis le dôme, qui est ce qu'on voit de l'extérieur. On voit le dôme. Alors, dans le cas du Val-de-Grâce, ça a été construit, parce qu'en France, on distingue les deux. Enfin, les dômes sont posés en fait souvent sur les coupoles, et donc sont très surélevés. En Italie, la couverture, elle se pose directement sur la coupole, donc elles sont moins surhaussées. Alors, ici, je ne connais pas la structure constructive de la coupole, mais je pense qu'elle est en pierre appareillée, et elle a bien résisté au temps. Autant que je sache, il n'y a pas de fissure dans cette coupole de pierre sur lequel Pierre Mignard a posé sa magnifique fresque. Bon. Par contre, alors, au-dessus, on avait un dôme. Alors, primitivement, ce dôme, je ne suis pas entré dans ce détail, c'est bien que vous posiez la question, ce dôme était un dôme de charpente, comme toujours, un dôme de charpente. Donc, c'était plutôt bien fait. Simplement, quand on a voulu restaurer le Val-de-Grâce sous le Second Empire, l'architecte s'est posé la question, est-ce qu'il faut restaurer ce dôme de charpente, parce qu'il était un peu abîmé, parce que forcément c'était recouvert, vous savez, de petites ardoises de plomb, donc il y avait des infiltrations, des choses comme ça, donc il pouvait être abîmé. Alors, finalement, il a décidé de le remplacer. Et donc ce qui est aujourd'hui sous la couverture de zinc, je crois maintenant, du dôme, c'est une coupole métallique de fonte, comme on a fait beaucoup au XIXe siècle, qui est magnifique d'ailleurs. Moi je l'ai visité, c'est un espace extraordinaire de voir ces grands arceaux métalliques qui au-dessus, on marche sur la coupole, et on voit au-dessus ces grands arceaux, et puis il y a un escalier pour monter au petit clocheton auquel on peut accéder. Je me souviens encore, dans ma jeunesse j'ai fait ça, d'arriver au petit clocheton avec sa petite barrière, et j'étais un peu naïf, je croyais que c'était la barrière dessinée par le muet. En fait c'est une barrière naturellement de Napoléon III aussi, qui bordait ce tout petit espace qui permet de plonger dans le couvent. Donc ça c'est une chose. Je voulais vous dire... Comment ? Vous parlez de la fonte de l'esthétisme
Oui, alors pour ce qui est de l'esthétique, effectivement, comme je crois la comparaison le montre, Pierre Lemuet a donné un élancement beaucoup plus grand à son tambour et surtout à son tambour. Et que c'est d'ailleurs ce qui a suscité, et c'est peut-être ça auquel fait allusion le texte que vous citez, Bernin, qui est venu à Paris en 1665, à l'été 1665, a visité le Val-de-Grâce, il voulait voir absolument la coupole de Mignard, peinte par Mignard. Donc il est monté sur l'échafaudage, quand même assez extraordinaire pour son âge, qui était déjà avancé de monter jusqu'à la coupole, sur les échafaudages, qui devaient être en bois, comme à l'époque, etc. Bon. Et il dit, ça va pas, c'est une petite calotte pour une grosse tête. Donc, vous voyez, ça répond tout à fait, je crois, à votre observation, monsieur, une petite calotte pour une grosse tête. Mais personnellement, moi j'avoue que je trouve que cet ensemble est assez extraordinaire. Quand vous voyez, je ne vous ai pas montré l'image, mais j'ai presque fait exprès de ne pas vous montrer l'image pour que vous alliez voir ces lieux. Il y a deux lieux que je ne vous ai pas montrés et que vous ne connaissez peut-être pas. C'est d'une part la chapelle du Saint-Sacrement, parce que ça, si vous n'avez pas vu la chapelle du Saint-Sacrement, vous n'avez rien vu, c'est comme Marianne Bad, si tu n'as pas vu Marianne Bad, tu n'as rien vu, tu n'as pas vu la chapelle du Saint-Sacrement, tu n'as rien vu. Et d'autre part, la vue que l'on a de l'abbaye, des jardins, et notamment le raccord entre la façade du couvent, très austère, et puis les chœurs des religieuses, et le massif de l'église, avec devant cette chapelle du Saint-Sacrement, qui est comme une réduction en petit du grand volume. Vous avez des emboîtements de volume qui sont extrêmement spectaculaires, là. Et ça vaut vraiment la peine. Il faut absolument aller voir ça, parce que c'est un des plus beaux paysages architecturaux qu'on puisse voir à Paris. Oui. Dans les différents moments, différentes étapes de ces dessins, vous avez parlé au début d'un tambour. Oui. À quel moment cette idée a-t-elle disparu pour être remplacée par cet échelonnement magnifique qu'on voit? Le tambour se maintient. Là, le tambour, quand je vous ai montré la façade écran, en pierre, avec la petite croix du dôme qui vient juste se placer au-dessus, on ne voit plus ni le tambour, ni la tique du tambour, ni le dôme, ni son clocheton. On voit que... Bon. Donc, tout ça a disparu. Là, parce qu'on a plus de recul, on voit le dôme. Mais le tambour, il existe, il est juste en dessous. Il est caché par les colonnes du deuxième registre de la façade. Si vous voulez voir le tambour, il faut aller sur le côté. Quand vous êtes sur le côté de la place, vous connaissez la place devant le Val-de-Grâce. Bon, et bien, si vous arrivez de la rue Saint-Jacques, par un côté ou par un autre, vous débouchez sur la place, à ce moment-là, vous voyez absolument toute l'église avec son tambour et son dôme. Oui. Merci infiniment pour cette conférence passionnante. Pour prolonger l'échange que vous venez d'avoir à propos du dôme et de la coupole, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un rapprochement avec un monument plus proche de nous et dans le temps et géographiquement, à savoir le Panthéon? J'ai eu l'occasion de grimper jusque dans le Lanternon et de voir cet agencement de coupoles, charpentes. Bien sûr. Non, le principe, vous avez tout à fait raison, le principe de couvrir un espace carré dans lequel s'inscrit un cercle avec des piliers, 4 piliers angulaires, et au-dessus des triangles
des maçonneries triangulaires qu'on appelle des pendentifs, qui sont en porte-à-faux et qui viennent rejoindre un anneau qui vient les rigidifier et sur lequel on bâtit un tambour, puis une coupole couverte d'un dôme. Ça, vous avez ça dans l'Antiquité, vous avez ça à la Renaissance, c'est Saint-Pierre de Rome, c'est toutes les églises romaines, etc. Hein. Donc le Panthéon s'inscrit dans cette continuité, mais il apporte des choses tout à fait inédites dans la mesure où la coupole, c'est une virtuosité de soutenir une coupole qui présente un tel poids, avec ces colonnes libres qui sont portées en l'air. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est sans équivalent. C'est-à-dire que je crois qu'on peut faire une filiation entre le Val-de-Grâce et le Dôme des Invalides, mais c'est plus difficile de faire une filiation, si ce n'est justement indirecte, très indirecte, entre le Val-de-Grâce et le Panthéon. Parce qu'il y a trop d'innovations techniques et d'ailleurs de difficultés, puisqu'on a dû le réparer plusieurs fois, qu'on a dû renforcer, etc. Mais c'était quand même... c'est quand même une autre phase de l'histoire de l'architecture qui s'ouvre avec le Panthéon, ou du moins qui se poursuit avec le Panthéon, que celle auquel se rattache le Val-de-Grâce, qui par contre se situe tout à fait dans la continuité de la Sorbonne. Hein. Ça, c'est le point de vue-là, les Sorbonnes, les Invalides. On peut ajouter la Visitation Sainte-Marie. Il y a des points communs, mais c'est un peu différent aussi. Mais par contre, la Sorbonne, les Invalides, le Val-de-Grâce, tout ça, c'est ensemble. Et il y a un point d'ailleurs que je regrette. Il faudrait que la Banque de France décide de mettre son argent à l'air. C'est que le dôme des Invalides était doré. Comme le dôme du Val-de-Grâce était doré comme la Sorbonne et comme les Invalides. Et ça ajouterait beaucoup naturellement à sa beauté s'il était doré à nouveau. Hein. Alors s'il y a parmi vous un directeur de la Banque de France... Il me semble que dans le projet de Le Mercier, il n'y a pas de colonne au second registre de la façade. Non, il n'y a pas de colonne. Ouais. Donc c'est le muet qui les a rétablis. À la Sorbonne. La Sorbonne. Non, ici. Ici, si. Mansart avait prévu des colonnes aux deux. Mansart, oui, mais le projet intermédiaire de Le Mercier, il n'y a pas de colonne, c'est une façade. Ah, il y a un projet intermédiaire de Le Mercier, effectivement, sans colonne. Oui. Évidemment, le projet final est quand même beaucoup plus proche du projet initial de... Absolument. Ouais. Oui, il y a un retour. Voilà. Une question ? Alors, nous pouvons remercier de nouveau très chaleureusement les membres de l'association et moi-même, donc, vous souhaitons une très belle fin d'année, la plus douce et la plus paisible possible. Nous allons nous retrouver le 31 janvier pour l'Assemblée générale réservée aux adhérents de l'association. Et lors de cette Assemblée générale, il sera remis donc le bulletin annuel de l'association. C'est au cinéma en plus. Merci. Au reflet, mais ici, c'est pour ça. Je me suis dit, je fais un petit saut. Voilà. Vous arrivez pas trop tard? Ah, je suis arrivée à 10. Ah oui. Ah oui, non, j'ai tout Bon. Bon, écoute, c'est gentil d'être venu. Merci Monsieur Mignon, parce que vraiment vous avez un talent pédagogique. J'avais un peu peur parce que c'est quand même des petits détails architecturaux. Je voulais vous demander, vous savez que nous publions un bulletin annuel, bon, ce n'est pas urgent, mais est-ce que vous auriez la gentillesse de nous envoyer un petit article avec un support d'économie publique pour nourrir notre bulletin, votre conférence sera publiée dans le bulletin de l'année prochaine, parce que là nous n'avons pas le temps manifestement. Moi
non plus d'ailleurs. Oui, voilà. Ça, j'imagine bien. Vous me direz quand il faut le rendre. Oh, mais écoutez, dans le courant de l'année prochaine, vous en faites pas. Ça va. Dans le courant de l'année prochaine. Bon, mais écoutez, Je trouve un biais parce que c'est quand même des choses que j'ai déjà publiées plusieurs fois. oui, ça j'imagine. Enfin bon, quelquefois c'est pas facile en une dizaine de pages. Vous avez l'habitude des associations, parce que je crois que vous en présidez. Oui, exactement. Ouais. Je dois faire d'ailleurs quelque chose justement pour leur bulletin. Ah, ben voilà, donc vous ne manquez pas d'occupation. Voilà. Tu as parlé un moment de Saint-Paul-Saint-Louis. Tu parles de Saint-Paul-Saint-Louis, de Saint-Antoine. Oui. C'est ça, d'accord. Ah oui, effectivement, que je connais, bien sûr. Tu connais Marie Gauthier, Marc est mon beau-frère. Préféré, non, je rigole. Et Odile, tu connais. Très intéressant et très clair pour un néophyte comme nous sommes la plupart. Particulièrement clair. J'ai trouvé ça très rigoureux. C'est parfait. Michel, Marie. Même le frère qui est là. Et toute la famille. Ils sont d'un quartier. J'espère que tu aborderas l'architecture napoléonienne, parce que si je peux dire. Ah bah ça, J'appellerai pour en prendre d'accord par rapport à attendre les Michel était passionné. Oui. Attends, le début de séance, c'est quoi? Non, parce que je vous ai mis sur la liste blanche les désistements avant la journée. Oui. Mais en général, c'est sur place qu'on voit les places qui sont. Alors, en tout cas, s'il y a une possibilité, c'est vrai que Celle d'Olivia de Avignon, et c'est pas un film. D'accord. Oui. Non, je suis là, Noël. Oui. Le 14, tu m'as dit que Barthélémy serait là. Barthélémy va être là parce que